donc on va reprendre maintenant le jeu donc des intervenants. Notre troisième panéliste, c'est un autre amiral, l'amiral Tifou, qui a été, alors qui représente un peu le côté industrie dans ce panel. Il a été pendant longtemps le conseiller défense du président de MBDA. Je crois que c'est premier missilier européen ou mondial ? Absolument. Européen ou mondial ? Européen d'abord. Européen. Et puis... peut-être mondial un jour. En tête avec les... Nous sommes 3 grands dans le monde. Très bien. Et qui est aujourd'hui donc consultant pour MBDA. Donc amiral, merci. Et vous avez la parole également. Merci. Donc Nicole nous dissuade de parler plus de 10 minutes. Je vais essayer de respecter. Vous comprenez bien que ces activités industrielles qui sont liées à l'édification des capacités nucléaires sont au cœur de la souveraineté des pays et que donc elles sont non seulement financées mais étroitement pilotées par les États concernés. Et s'intéresser à ce qu'elles sont peut être utile car elles sont tout à fait révélatrices de la réalité des intentions des pays dotés. Donc je vais d'abord définir grossièrement le périmètre des activités industrielles. Ensuite, je vais dresser le constat simple et sans appel. Tous les pays dotés renforcent leur capacité de dissuasion nucléaire. Tous. Qualitativement et financièrement en injectant de plus en plus d'argent dans ce domaine. Ensuite, je vais dire, ça a déjà été dit, repartir de l'affirmation chinoise de sa transition vers une forme de parité avec les Américains, ce qui a 2 conséquences sur les Américains eux-mêmes. Je reprendrai un peu ce qu'a évoqué M. de Durand ce matin, et puis sur les autres qui vivent une double crainte dans la région. Tout d'abord, quel va être le rôle de cette puissance chinoise dans les mains chinoises ? Y aura-t-il exercice de la puissance ? Et deuxièmement, crainte devant les garanties de sécurité apportées par les Américains. Et là, je rejoins ce que vient de dire l'amiral Duché. C'est quid de l'assurance de ce parapluie nucléaire américain dans la région. Vous verrez que certains expriment déjà des doutes. Et dans les coopérations industrielles, nous verrons qu'il y a des invariants, mais qu'il y a aussi des évolutions. Et on retrouve dans les coopérations industrielles, par exemple, ce que l'amiral vient de dire sur le lien Chine, Pakistan, Inde, américain. Alors, le périmètre. Tout d'abord, il est beaucoup plus large que les têtes nucléaires. Il y a aussi les vecteurs qui les portent, il y a les plateformes qui les emportent. Et puis, autour de tout ça, dans la dialectique de la dissuasion, qui est de la dialectique éternelle du glaive et du bouclier, il y a tout ce qui est utile pour attaquer avec ces armes. L'espace, notamment, très important, fondamental même, pour identifier les cibles, guider les missiles, et puis tout ce qui est utile à la défense contre les attaques avec des moyens nucléaires. On retrouve l'espace pour détecter, alerter, pister, intercepter, et puis on retrouve surtout les défenses antimissiles et les défenses solaires en général contre les missiles de croisière, par exemple. Et on ne peut plus parler exclusivement de dissuasion nucléaire sans parler, par exemple, de défense antimissiles balistiques. Et puis enfin, vous conviendrez que c'est difficile de régionaliser ce volet nucléaire, tant la puissance de ces armes les globalise. Et donc tous les pays dotés, et même les pays au seuil, sont intéressés par ce qui se passe partout dans le monde, et principalement en Asie. Alors, le constat, je le dis, est sans appel. Tout le monde fait des efforts pour augmenter les capacités nucléaires. D'abord, tous vont vers une triade, c'est-à-dire 3 composantes. Très peu l'ont actuellement, mais tous ceux qui ne l'ont pas vont vers, sauf la Corée du Nord qui ne va pas vers les sous-marins actuellement, mais tous les autres vont. À part donc les pays dotés en Europe, la France et la Grande-Bretagne, qui, elles, réfléchissent, on entend des voix pour réduire la permanence, supprimer une composante, etc. Dans tous les autres pays dotés, on va vers 3 composantes. Ensuite, quand on regarde les investissements consentis, ils sont tous en croissance importante. On a rappelé ce matin l'évolution du budget de la défense chinois, et au sein même de ce budget de la défense chinois, beaucoup d'argent est injecté dans la dissuasion nucléaire et toutes les capacités qui vont autour, et y compris les capacités de rupture technologique. On a beaucoup parlé d'hypervélocité, c'est un sujet aussi passionnant. De quoi s'agit-il en 2 mots? Il s'agit d'être sûr qu'on va pénétrer toutes les défenses, avec des véhicules qui vont aller à plus de Mach 7 et qui seront ininterceptables. Celui qui réussira à faire ça, évidemment, mettra à mal
toutes les défenses classiques qui sont actuellement développées en solaire et en défense antimissile balistique. Donc tous vont vers cette triade, et au plan des financements, le cas américain est très édifiant, puisque dans cette double conjoncture, d'une part d'une annonce de réduction très significative des budgets de la défense américains, d'autre part par l'ombre portée du discours de Prague de 2009, on pourrait penser que les Américains vont diminuer leur effort. Et là, la Cour des comptes américaine nous apporte une réponse assez étonnante. Dans les 10 années qui viennent, 2014-2023, les Américains vont dépenser plus de 350 milliards de dollars pour leur dissuasion nucléaire et 156 milliards de dollars pour renouveler simplement les armes de la triade. C'est-à-dire des financements qui vont avoir des pics de 20 milliards par an à la fin de la décennie. Alors, les liens industriels dans ce contexte. Tout d'abord, les invariants restent nombreux. On peut citer des coopérations bilatérales, États-Unis-Israël, avec IAI et Boeing, Royaume-Uni, États-Unis, Pakistan. Alors effectivement, le Pakistan s'est fait aider pour la constitution de son arme par la Chine, parce que la Chine voulait que le Pakistan contrarie les volontés de puissance indienne, mais également d'autres ont aidé le Pakistan pour essayer de le sortir de son orbite indienne, notamment les Américains et aussi la France, il faut le dire. Par exemple, en livrant les sous-marins Agosta, qui vont porter un missile à capacité nucléaire, d'après les intentions pakistanaises d'aujourd'hui. Mais on assiste aussi à une évolution dans ces coopérations vers la constitution de bases industrielles de défense souveraines. Alors, je n'ai pas le temps de développer le cas de la Chine, qui est très intéressant et qui a vécu 5 phases. En très court, d'abord une aide massive russe après la guerre, les Russes ayant besoin de matières premières et voulant sortir la Chine de l'orbite américaine. Et donc là, des transferts, des ventes de licences d'armement considérables qui ont constitué toutes les premières capacités de défense russes. Et puis ensuite, des tensions avec la Russie, des productions hors licence. Et puis ensuite, après l'embargo qui a quand même gravement handicapé les Chinois après Tiananmen 2009. Et puis maintenant, on se retrouve après des progrès vertigineux, avec une industrie de défense chinoise qui a la possibilité de délivrer toutes les capacités demandées par l'armée populaire. Avec quand même un retard technologique dans beaucoup de domaines avec les meilleurs. Et donc aujourd'hui, des grands groupes, des holdings qui se donnent une vitrine de multinationales, comme Kasich par exemple, mais qui en fait sont étroitement pilotés par le parti et par l'État. Et qui en fait essaient de nouer le maximum de partenariats à condition qu'il y ait d'importants transferts de technologie pour permettre à l'industrie chinoise de combler son retard. On peut aussi noter que la Russie est en train d'évoluer vis-à-vis de la Chine. Moi, j'étais très frappé dans le domaine des missiles par le contrat fin 2014 de vente des missiles les plus évolués antibalistiques russes à la Chine, le S-400, alors que dans les années précédentes, la Chine avait copié le maître, l'élève avait dépassé le maître, puisque à partir du missile de la génération précédente S-300, les Chinois en ont fait une nouvelle version qu'ils appellent HQ-9, version qui a battu le modèle original russe, par exemple en Turquie, quand les Turcs, pour s'équiper, ont choisi d'abord le HQ-9 chinois. Donc, je termine par là, en affirmant cette transition vers la parité avec les Chinois. Les États-Unis déterminent d'abord les Américains, bien entendu, on en a déjà parlé. Même les concepts américains font référence maintenant à cette fameuse stratégie d'anti-accès et de déni de zone, qui est quand même rien de moins que la volonté de pouvoir privatiser des espaces communs allant jusqu'à 1500 km des côtes chinoises. C'est quand même pas rien d'oser affirmer ça. Bon. Et alors, au plan technologique, Étienne Durand l'a montré, les Américains veulent évidemment percer ces multiples couches de barrières. Mais aussi, on voit bien que dans cette dialectique de la dissuasion dans laquelle interviennent également les défenses, et notamment la défense antimissile balistique, on voit cette poussée américaine pour doter tous les pays de la région de défenses antimissiles balistiques les plus évoluées possibles. Cela sert d'abord leur propre protection,
puisque tous les missiles qui sont abattus au départ de cette région, qui pourraient aller vers les États-Unis, mais ça fait d'autant de moins qu'ils n'y arriveront pas, qui y arriveront. Et puis d'autre part, on peut instiller la question de la réalité de la protection du parapluie nucléaire américain, cette protection contre les missiles balistiques pouvant se substituer un peu à cette protection par le nucléaire. Et c'est bien la question que se posent tous les pays riverains de la Chine, qui sont l'objet de ces disputes territoriales particulièrement. Vont-ils, d'abord, que vont faire vraiment les Chinois? Vont-ils exercer leur puissance? Et deuxièmement, la garantie nucléaire américaine est-elle garantie pour toujours? Et là, on voit que beaucoup, le Japon, la Corée du Sud, commencent à s'ouvrir à d'autres fournisseurs d'armement que les États-Unis. Alors, je l'illustre simplement avec le cas de la Corée du Sud. La Corée du Sud, dans sa défense antimissile balistique vis-à-vis de la Corée du Nord, avait acquis des missiles qu'on appelle Patriot PAC-2 allemands, qui ont été modernisés par une venture entre l'industrie coréenne qui a fait des progrès énormes en matière de missiles et la firme américaine Raytheon. Bon. Pour les passer à la version ultérieure PAC-3. Et puis, devant la précision de la menace, il a été envisagé d'installer un missile américain encore plus évolué qu'on appelle le SAD. Et là, les Chinois, et les Russes d'ailleurs, se sont mis en travers de la Corée du Nord en déniant à la Corée du Sud, la possibilité d'installer ce type de missile qui serait considéré comme voulant contrer des missiles chinois. Et pour les gens de toute la région, ça va être un test très intéressant de voir ce que vont faire les Américains et les Coréens du Sud. Vont-ils résister à la pression chinoise ou pas? Et où vont-ils les installer? Vont-ils les installer dans les bases américaines ou vont-ils les installer ailleurs? Je peux vous dire que tout le monde dans la région regarde ça avec beaucoup de précision. En tout cas, pour terminer vraiment, je voudrais dire que dans ce chaudron qui bout en permanence et qui ne laisse de poser des questions sur une éventuelle conflictualité, l'ingrédient nucléaire est très important pour tous ceux qui en disposent. J'ai montré qu'ils le renforçaient et ils considèrent tous qu'ils leur offrent la garantie ultime de leurs intérêts vitaux. Merci. Merci beaucoup.